je sais que c'est la fin. À la fin, on a envie de ne pas trop perdre de temps. Donc, je vais passer en revue ce que j'ai retenu. Donc, alors, nous avons commencé par André Oringo, qui avait changé son titre et donc qui est venu sur énergie et 5 études santé, concernant en fait toute médecine et radiation au banc d'essai. Alors dans une première partie qui était un peu hors du titre, disons on va dire, il nous a présenté des courbes d'évolution de l'opinion publique par l'IRSN et en gros ce que nous avons vu c'est les 3 choses suivantes, c'est ces courbes sont stables en dehors d'accidents ponctuels, le nucléaire n'inspire pas confiance, aussi bien pour les centrales que les déchets, les Français ont une confiance modérée dans ce que raconte le CEA, faible dans ce que dit EDF, mauvaise dans le discours des élus locaux et catastrophique dans les déclarations du gouvernement. Moi, ça m'a semblé assez intéressant sur les 2 points parce que finalement, on est dans une démocratie parlementaire et finalement, le peuple, il a les élus qu'il a choisis, donc, ou qu'il mérite, je ne sais pas. Donc, voilà le point. Maintenant, on arrive au cœur. Alors, dans la 2e partie, la 3e partie, André Oringo, d'abord, il a analysé la méthodologie des études cas témoins, c'est-à-dire qui sont les seules pratiquement faisables pour des maladies rares. Donc, elles se concluent par des définition d'un excès de risque relatif moyen. Alors en général pour une petite cohorte, puisque sinon on aurait fait une étude standard, qui est affectée par la maladie par rapport à une petite cohorte témoin. Et le tout est associé à un intervalle de confiance qui, pour que le résultat soit significatif, aussi bien en plus qu'en moins, ne doit pas inclure la valeur 0. Alors, les faiblesses de la méthode sont de plusieurs types, alors il les a citées, rétroactivité, confusion, anamnèse, vous les trouverez et vous verrez leur explication, ils nous les passent en revue. Il y a aussi des avantages. Bon, moi je retiens surtout la faisabilité dans un temps limité, quand il faut répondre à une question rapidement, c'est bien. Après, il y a publiable, qui est plus douteux comme avantage, enfin. Ensuite, il y a le point intéressant du travail de sa présentation, c'est qu'il nous a montré que chacune des étapes de l'analyse statistique comporte des incertitudes, il y en a beaucoup d'étapes, et que pour une raison ou pour une autre, un certain nombre d'études sont tentées de sous-estimer ou de les sous-estimer afin de réduire l'intervalle de confiance. Et donc, après, il a fait une étude de 5 cas témoins, publiée dans des journaux de bonne réputation, hein, donc j'indique bien, c'est pas le Nouvel Observateur. Nous retrouverons plus tard le cas de l'étude du lien sur la leucémie de l'enfant et les lignes haute tension. Alors, moi, je garde pour plus tard une des faiblesses méthodologiques qu'il a mentionnées dans le cas de l'analyse témoin, c'est celle qui est décrite par ce diagramme dans lequel vous voyez exposition, indicateur, maladie, c'est-à-dire, je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Alors ensuite, nous avons eu Denis Smirou qui nous a parlé du pétrole, transport et les effets sanitaires. Et en gros, il a commencé à nous faire peur en nous montrant des images de Londres 50, de Los Angeles, de Pékin. Et le point essentiel, c'est qu'après, on a vu que, compte tenu de ce poids énorme, ça a été de tout temps un sujet d'étude actif. Et de plus, maintenant, ce sujet, en tant que sujet d'étude, est en croissance. Alors, il y a une longue liste. Le point intéressant, c'est qu'il y a une longue liste d'effets néfastes de la pollution atmosphérique qui sont tous validés par des études épidémiologiques classiques de grande ampleur. C'est-à-dire là, on n'est pas dans le cadre des études cas témoins, avec en plus une compréhension des mécanismes qui relient la pollution et les diverses maladies, sans compter bien sûr les effets sociaux. Alors on a vu que dans les pays développés, la tendance est à l'amélioration, mais que des gains sont encore possibles. Par exemple, on a vu qu'à Marseille, il n'y a pas que les Kalachnikov qui tuent, mais dans de nombreux pays, la pollution de l'air est la cause 1 ou 2 de décès. Et pour des raisons qui tiennent à la façon d'utiliser la biomasse. Et en fait, finalement, ce point a été repris ce matin dans l'exposé de Paul Matisse, c'est détaillé. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que la situation empire dans les grands émergents, Chine, Inde,
Bon, il nous a indiqué qu'il ne faut pas confondre les émissions qui sont essentiellement liées aux normes et les immissions, c'est-à-dire en gros ce que les gens avalent, qui sont vraiment ce qui compte à un moment donné. Et bon, évidemment, il nous a montré que l'air était plus pur à la campagne, en tout cas loin du périphérique, là où on devait construire les villes. Maintenant, compte tenu des tendances à l'augmentation continuelle du trafic sur les produits et du trafic basé sur les produits pétroliers, les effets néfastes de la pollution atmosphérique devraient continuer à croître dans les années à venir. Alors, ce qu'il y a eu d'intéressant dans sa présentation, c'est qu'à un moment donné, il a discuté et mis en avant comme un point fort une phrase que personnellement j'aime pas trop, qui est absence of evidence is not evidence of absence. Et du coup, moi je me souviens qu'à un moment donné, j'avais fait quelque chose qui nous ramène finalement à un exposé qu'on a vu. C'était, je vous avais montré, vous voyez, on commence, les rayonnements peuvent causer de graves maladies, un coup de corne peut causer de graves blessures. Alors les téléphones portables émettent des rayonnements, mais une licorne, ça a une très grande, une immense corne. Et alors, depuis qu'on en cherche, on n'a pas pu mettre en évidence de dommages corporels induits par les téléphones portables. Depuis qu'on en cherche, on n'a pas encore vu de façon assurée de licorne, ni donc d'incidents associés à leur coup de corne. Mais absence of evidence is not evidence of absence, ce n'est pas parce qu'on n'a rien trouvé que demain, après-demain, plus tard, en s'améliorant, on ne pourrait pas trouver. Et donc, au nom du principe de précaution, au cas où cette évidence apparaîtrait un jour, il faut mettre en place des normes très strictes sur l'usage des téléphones portables ou des mesures de protection diverses contre les agressions de licorne. Et moi, ce qui m'a choqué dans ce genre de choses, c'est qu'en fait, il me semble que le point faible du raisonnement qui utilise cet aphorisme, c'est qu'il suppose implicitement qu'à un moment donné, on peut faire des choix sur la base de preuves absolues. En fait, ce n'est jamais le cas. On ne fait jamais que des choix probabilistes. Or, ce qu'on sait, c'est qu'en théorie des probabilités, on montre, enfin il y a un théorème dit de Bayes, que ne pas observer un phénomène accroît de façon calculable la probabilité pour qu'il n'existe pas. Et en particulier, les physiciens des particules, quand ils veulent démontrer qu'une voie de désintégration d'une particule n'existe pas, ils ont des méthodes, ils mesurent, enfin, en général c'est toujours associé au fait qu'il y a une symétrie sous-jacente ou quelque chose comme ça, mais il y a des méthodes. Et par exemple, on savait ça en fait dès le siècle des Lumières, puisque avant Ptolémée, Copernic, les hommes pouvaient espérer avec une probabilité tellement proche de 1 qu'elle pouvait être assimilée à une certitude qu'ils pourraient voir le soleil se lever le lendemain. Pour autant, ils ne pouvaient pas avoir la complète certitude. Après Ptolémée, Copernic, qu'on comprend mieux, la probabilité s'accroît notablement puisqu'on comprend les mécanismes célestes, mais c'est toujours pas une certitude. Un très gros météorite, une explosion de supernova peuvent heurter la Terre au point qu'aucun être humain ne sera là pour voir le soleil se lever le lendemain. Donc, en face d'une situation incertaine, moi ce que je crois, et finalement c'est ce qu'on trouvait plus, à mon avis, dans l'exposé d'Oringo que dans l'introduction de la présentation de M. Zimou, c'est qu'il faut se fixer un seuil de probabilité, on fait le choix, ça c'est la société qui fait le choix, et puis on conduit les expériences jusqu'à ce qu'on passe sous le seuil. Et sur ce qu'on sait, on peut décider de ne plus considérer le risque des licornes. Par contre, on a vu, on le verra plus loin, qu'on travaille jusqu'à faire passer ou non sous le seuil le risque associé au portable. Donc voilà la situation. Ensuite, nous avons eu Bruno. Alors Bruno, il nous a fait un exposé dont le titre c'est le gaz et les huiles d'ailleurs de schiste, ça c'est moi qui l'ai rajouté, et les conséquences sanitaires de leur exploitation. Alors en fait, il s'est arrêté au risque, hein. Il a dit toujours lui-même, puisqu'on a la même page, je ne vois pas comment je pourrais parler des conséquences sanitaires. Donc alors, il nous a donné 3 définitions du gaz de schiste, il nous a montré comment se forment les hydrocarbures conventionnels, non conventionnels, le gaz est plus bas que l'huile, et il y restera si les deux sont piégés dans la roche, et puis selon l'origine de la formation, on aura plutôt du gaz que de l'huile. Bon, alors après, il est passé on pourrait dire aux réserves. Il a mentionné qu'en France, il y avait une toute petite exploitation de gaz de mine, donc de grisou.
Il nous a montré que sur la base des connaissances actuelles, c'est-à-dire incomplètes, qui concernent essentiellement les roches-mères, les USA et la Chine ont les plus grosses réserves. Alors il a dit que la France avait peut-être de bonnes réserves dans le bassin parisien, pour les huiles, le bassin rhodanien, j'ai remarqué sous le centre de la Baule, et dans les Cévennes. Après, on a parlé multiforage, fracking, il a mentionné les courbes de décroissance rapide des puits, et puis après il est arrivé au risque. Alors la pollution des nappes, dans les puits, les fuites de gaz, la pollution par les effluents de surface, microsismicité, usage de l'eau. Alors beaucoup de ces risques en fait sont pas spécifiques des gaz de schiste, sont communs à l'extraction conventionnelle. Peut-être ce qui augmente le risque pour les gaz de schiste, c'est qu'il y a des quantités de pluie. La sismicité induite post-fracking est aussi d'ailleurs quelque chose qui doit exister. Par exemple, on sait très bien qu'il y a une sismicité autour des mines de Moselle. Alors ensuite, il a conclu par un rapport de l'OPEX, plutôt favorable, en tout cas à l'exploration des gaz de schiste. Moi, ce que j'ai compris de ça en son exposé, c'est que les risques ci-dessus, est-ce qu'ils fournissent vraiment la meilleure raison, comme la plupart des débats, le public le suggère, pour ne pas souhaiter l'exploitation des gaz de schiste? À mon avis, ça n'apparaissait pas de façon claire de son exposé.